mercredi dernier, Trump a dit que c'était le bon moment pour acheter et 4 heures plus tard, il faisait une pause sur les tarifs réciproques et le marché, évidemment, a explosé suite à cette annonce-là. Le S&P 500 a monté de 9,5% et l'indice Nasdaq, lui, a fini la journée à plus 12%. Et est-ce que c'est une manipulation du marché et qu'est-ce qui l'a également poussé à faire marche arrière sur les tarifs? Aujourd'hui, je vais vous donner mon opinion là-dessus, mais avant, je veux vous partager mes dernières transactions. Donc, mercredi passé, j'ai acheté du Global Payments, symbole GPN, donc c'est coté sur les marchés américains. Je l'ai pogné à 80$ US et j'ai également acheté du Saputo à 24,20$. Évidemment, Saputo, c'est sur la bourse de Toronto, donc c'est en dollars canadiens. Et ce sont deux nouvelles positions pour mon portefeuille à long terme. Et à noter que ces deux actions-là étaient sous mon radar et qui ont été partagées dans des infolettes dans le passé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à l'infolette si vous voulez connaître les titres que je surveille. Ce ne sont pas des recommandations d'achat. Je vous montre seulement des actions qui attirent mon attention. Et comme toujours, le lien va être dans la description de l'épisode. Sinon, si on plonge dans le vif du sujet, faut que je vous parle de mercredi passé, qui a été la journée la plus mouvementée en bourse depuis un certain temps. Donc, je vais vous donner mon opinion sur ce qui s'est déroulé concernant la pause des tarifs réciproques. Et tout a commencé mercredi matin quand Trump a écrit sur son réseau social Truth que c'était le bon moment pour acheter. Donc ça, c'était vers 9h35, donc tout juste après l'ouverture des marchés boursiers. Et là, ensuite de ça, mercredi midi ou vers 13h, il a annoncé qu'il allait faire une pause de 90 jours concernant les tarifs réciproques et qu'il allait également descendre uniformément les tarifs douaniers à 10% pour tous les pays visés par les tarifs réciproques, évidemment à l'exception de la Chine. Et je vais revenir sur la guerre commerciale avec la Chine tout à l'heure, mais avant, je veux juste finir par rapport à l'annonce de la pause des tarifs. Donc, premièrement, on peut se demander si ce n'était pas une manipulation des marchés parce que on s'entend, là, il a littéralement dit que c'était un bon moment pour acheter et 4 heures plus tard, il annonçait la pause pour les tarifs, ce qui a fait jumper le prix des actions. Et comme je l'ai dit au début de l'épisode, le S&P 500 il a grimpé de 9,5% et l'indice Nasdaq lui a monté de 12%, ce qui est une hausse incroyable pour une seule journée. Et évidemment, suite à ça, Trump a été accusé de commettre de la manipulation de marché. Vite de même, ça m'apparaît effectivement comme une certaine forme de délit d'initié parce que Trump détient des informations privilégiées par rapport aux tarifs et clairement, ces informations-là ils ont un impact sur la valorisation d'entreprises cotées en bourse. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore d'accusation formelle, mais on verra pour la suite des choses. Et deuxièmement, pour ceux qui se demandent pourquoi Trump a décidé de reculer par rapport à ces tarifs réciproques, d'après moi, la réponse se trouve du côté des marchés obligataires. Donc, il faut savoir que les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. On parle d'une dette publique de 36 000 milliards de dollars. Et pour se financer, évidemment, les États-Unis y émettent des obligations gouvernementales qui sont achetées par des investisseurs partout à travers le monde. Et contrairement aux bons du Trésor qui servent au financement à court terme, les obligations que je parle là, ils ont des échéances plus longues. Là. On parle généralement de 10 à 30 ans. Et ce qui détermine le taux d'intérêt de ces obligations-là, c'est l'offre et la demande sur le marché obligataire. Autrement dit, plus les investisseurs achètent, plus le taux diminue et plus ils vendent, plus le taux va augmenter. Bref, mercredi passé, le taux des obligations à 10 ans, il a monté d'environ 50 points de base, donc 0,5%, et il a atteint à peu près 4,5%. Et à noter que
Un demi% en une seule journée, c'est une grosse fluctuation pour les obligations du gouvernement américain. Et il faut comprendre qu'une hausse de taux comme ça laisse présager une forte augmentation du coût de la dette des États-Unis parce que les États-Unis, ils doivent payer ce rendement-là aux investisseurs qui achètent leurs obligations. Et plus les taux sont élevés, plus ils doivent verser des intérêts à leurs créanciers. Dites-vous qu'en 2024, les États-Unis ont payé environ 950 milliards de dollars et ça, c'est juste en intérêt sur la dette publique. Et tout ça pour dire que le marché obligataire est beaucoup plus important que le marché des actions aux yeux du président parce que pour arriver à financer toutes les dépenses gouvernementales, le pays ne peut pas se permettre de laisser grimper le taux de ses obligations. C'est ce qui laisse croire que quand Donald Trump il a vu le taux à 10 ans atteindre 4,5% et le taux à 30 ans qui a dépassé 4,9%, c'est là qu'il a décidé de faire une pause de 90 jours par rapport à ces tarifs réciproques. Donc, ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que malgré toutes les menaces tarifaires, les États-Unis, ils restent à la merci du reste du monde parce que ce sont les autres pays qui financent indirectement les États-Unis en achetant leurs obligations. Et l'énorme dette publique des États-Unis, c'est vraiment ça leur talon d'Achille. Et dites-vous qu'en plus, la Chine, c'est le deuxième plus grand créancier des États-Unis, donc juste après le Japon. Autrement dit, les Chinois détiennent une tonne d'obligations américaines, donc ce n'est pas impossible que les investisseurs chinois y aient décidé de vendre une bonne portion de leurs obligations américaines, ce qui a fait monter le taux des obligations et ultimement, cela comme effet de faire grimper le coût de la dette des États-Unis. Et c'est un peu ironique parce que ça va être difficile pour Trump de sortir gagnant d'une guerre commerciale quand tous les autres pays sont les créanciers de son gouvernement, dans le sens que imposer des tarifs douaniers, ça va nuire à l'économie des pays qui financent ta dette, donc c'est un peu contre-productif. Et on a rapidement pu voir l'effet que ça peut avoir sur le marché obligataire. Et pour moi, c'est un peu un indicateur de c'est qui finalement qui a le gros bout du bâton. Et ce ne sont pas les États-Unis malgré leur puissance économique parce que c'est un pays énormément endetté et qui dépendent des autres pays pour venir justement financer leur dette via les obligations américaines. Et pour revenir sur l'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les deux pays ont monté chacun leur tour les tarifs douaniers qu'ils imposent à l'autre pays. Trump est rendu qu'il impose des tarifs de 145% sur les importations chinoises et de l'autre côté, le président de la Chine, lui, a imposé des tarifs de 125% sur les produits en provenance des États-Unis. Et récemment, en guise de riposte, la Chine a décidé de geler les exportations de certaines matières premières rares en direction des États-Unis. En fait, concernant ces minéraux critiques-là, la Chine représente près de 90% de l'exportation mondiale. Il faut savoir que ces matières-là sont absolument essentielles dans la production automobile et dans le domaine de l'aérospatial, incluant la défense militaire. Et la chaîne d'approvisionnement des Américains ne fonctionnera pas longtemps s'ils sont privés de ces matériaux-là. Donc pour moi, c'est un autre indicateur que les États-Unis ont peut-être sous-évalué leur dépendance autant à la Chine qu'aux autres pays. Et justement, en ce qui concerne les tarifs douaniers de Trump, oui, les droits de douane sur les importations en provenance de la Chine sont rendus à 145%, mais samedi passé, il a annoncé qu'il allait avoir des exemptions aux tarifs de Trump. Donc, en fait, on parle des téléphones intelligents, les ordinateurs et les semi-conducteurs qui seraient exemptés des tarifs réciproques. Donc, c'est sûr que pour des compagnies comme Apple et AMD, ça enlève temporairement de la pression par rapport à leur coût de production, parce qu'autrement, leur coût de production aurait explosé. Et d'ailleurs, ce sont deux actions que j'ai achetées lors du début du marché baissier, suivant justement l'annonce des tarifs réciproques. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter l'épisode précédent
où je vous partage tous les achats que j'ai effectués pour mon portefeuille à long terme. Par contre, justement, par rapport aux exemptions, à noter que le secrétaire au commerce américain, il a quand même précisé que oui, il y a des exemptions, téléphone intelligent, ordinateur. Au niveau des semi-conducteurs, on parle de tarifs sectoriels qui viendraient affecter tout ça plus tard. Donc, Trump allait justement annoncer une nouvelle sorte de tarifs, des tarifs sectoriels qui toucheraient entre autres les semi-conducteurs et l'industrie pharmaceutique. Donc, ces nouveaux tarifs-là qui devraient être annoncés d'ici un mois ou deux. Donc, visiblement, c'est pas encore terminé au niveau des annonces de tarifs douaniers. Par contre, si vous voulez mon avis de 1 par rapport aux tarifs douaniers imposés à la Chine, personnellement, je suis convaincu que les tarifs ils vont être réduits à 25 ou 10% parce qu'en fait, ça sert à rien de seulement cibler la Chine avec des tarifs aussi élevés parce que de toute façon, ce qui va arriver, c'est que les autres pays vont faire ce qu'on appelle de l'arbitrage entre la Chine et les États-Unis. Donc, je vous explique un peu en quoi ça consiste de l'arbitrage. Disons que les tarifs de 145% envers la Chine restent en vigueur. Bien, dans ce cas-là, n'importe quel pays va pouvoir acheter les produits fabriqués en Chine sans devoir payer de tarifs parce qu'eux autres, ils n'en imposent pas. Puis après ça, le pays en question va pouvoir revendre ces produits-là aux États-Unis en faisant un profit parce qu'ils peuvent le vendre 10, 20, 30% plus cher que leur prix d'achat et les Américains vont le prendre pareil. Du fait que l'autre option pour les Américains, c'est d'importer directement de la Chine et à ce moment-là, il faudrait qu'ils payent des tarifs douaniers de 145%. Bref, des tarifs de 145% sur la Chine, quand tous les autres pays sont à 10%, ça ne peut pas fonctionner et ça va juste créer un phénomène d'arbitrage sur le commerce international. Et à ce moment-là, les autres pays ils vont en bénéficier en revendant plus cher aux Américains. Ça ne va pas nuire non plus aux exportations chinoises parce qu'eux autres ils vont continuer à produire autant qu'avant. Et au final, tout ce que ça va faire, c'est faire monter le prix des biens pour les consommateurs aux États-Unis. Et pour conclure l'épisode, je ne crois pas que les tarifs de 145% envers la Chine vont rester là très longtemps. Ça peut durer encore quelques mois, puis ça se peut qu'ils fassent du va-et-vient au niveau des annonces de tarifs avec des exemptions sur certains produits, puis d'autres produits un petit peu plus surtaxés. Mais dans l'ensemble, c'est une stratégie qui ne pourra pas fonctionner envers la Chine. Et j'ai un peu la même réflexion par rapport à l'ensemble des tarifs réciproques, dans le sens que présentement, il y a une pause de 90 jours qui va prendre fin le 9 juillet, mais après ça, théoriquement, les tarifs réciproques seraient de retour pour l'ensemble des pays. Mais encore une fois, d'après moi, c'est pas ça qui va arriver. D'ici là, Trump, il va avoir parlé aux dirigeants de différents pays, puis rendu en juillet, il va peut-être y avoir seulement quelques pays qui vont être encore ciblés, mais on verra plus de 36, 40 quelques % de tarifs. C'est pas quelque chose qui est soutenable pour la chaîne d'approvisionnement américaine. Puis oui, il va sûrement aller de l'avant avec ses tarifs sectoriels sur les semi-conducteurs et sur l'industrie pharmaceutique. Mais encore là, premièrement, à quelle hauteur? C'est-tu 10, 15, 20% qu'il va être capable de mettre? Et là, je ne vous dis pas qu'il va commencer avec ces chiffres-là, mais il y a des négociations, il y a des ajustements qui vont se faire. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est pendant combien de temps que les tarifs vont être imposés? Parce que des tarifs qui durent pendant quelques semaines, quelques mois, ça n'a pas les mêmes impacts économiques que des tarifs qui sont là pendant 1 an, 2 ans et plus. Donc, en résumé, mon questionnement, c'est pendant combien de temps et à quelle hauteur les tarifs vont être réellement en vigueur? Et c'est ça qui va déterminer les impacts que ça va avoir sur l'économie mondiale. Et pour moi, c'est le même principe par rapport aux tarifs envers le Canada parce que une fois que le premier ministre va être élu à la fin du mois d'avril, on va pouvoir renégocier l'accord de libre-échange avec Trump. Et pour moi, c'est fort possible que la plupart des tarifs soient réduits ou complètement éliminés. Évidemment, il va falloir qu'on concède des choses au niveau du nouvel accord de libre-échange. Et tous ces éléments-là, ça va tout un peu dans le même sens au niveau de ma réflexion, c'est-à-dire que
je pense pas que Trump va laisser mourir le peuple américain au nom du protectionnisme. Il va se rendre compte des impacts des tarifs, il va se faire appeler par des grosses compagnies, il va avoir de la pression d'un paquet de côtés, incluant le marché obligataire parce que les États-Unis sont dépendants des autres pays au niveau de la dette publique. Et je suis peut-être trop optimiste par rapport aux tarifs douaniers, mais je vois pas dans quel monde Trump va pas reconnaître les effets néfastes des tarifs. En même temps, je comprends son raisonnement de chercher à relocaliser des usines de production aux États-Unis pour venir créer de l'emploi et limiter également la dépendance envers les autres pays du monde, mais c'est une vision qui est irréaliste de la nouvelle économie mondiale. C'est pas vrai que Nike va décider de produire ses souliers aux États-Unis, même avec les tarifs, parce que les coûts de production reviendraient trop chers, le prix des espadrilles monterait en flèche, puis ultimement, leur modèle d'affaires serait plus profitable. Donc au final, les droits de douane, ils nuisent à Nike, qui est une compagnie américaine, et ça nuit également aux consommateurs américains qui achètent ces produits-là. Et Nike, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que pour beaucoup d'industries, c'est absurde de penser que la production ou l'assemblage va se relocaliser aux États-Unis et ce ne sont pas des tarifs de 10, 25 ou 145% qui vont venir changer ça. Et pour finir, demain, c'est la décision de la Banque du Canada concernant son taux directeur. Et là, avec les données de l'inflation qui ont sorti ce matin, ça nous indique un taux d'inflation annuel de 2,3% pour le mois de mars. Et on prévoit également une récession avec les tarifs qui sont en vigueur. Donc, j'anticipe quand même que la Banque du Canada va faire une pause concernant la baisse des taux d'intérêt. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'elle réduise le taux directeur pour une 8e fois consécutive. Donc, dans ce cas-là, notre taux directeur devrait rester à 2,75 pour le moment. Et je pense qu'ils vont faire ça pour se laisser de la marge de manœuvre. Si jamais il y a un ralentissement économique, il faut qu'ils soient en mesure de continuer de descendre les taux d'intérêt pour venir stimuler l'économie. Si les taux d'intérêt sont déjà au plancher et qu'on se retrouve en récession ou en ralentissement économique, la Banque du Canada n'aura plus d'outils pour venir stimuler l'économie canadienne. Donc, c'est pour ça que je m'attends à une pause de la part de la Banque du Canada. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.